Ma famille a détourné mes vacances pour ma sœur la chouchoute et ses gamins. Cette fois j'avais mon plan d'évasion secret, besoin de recul et de conseils. 30 ans à tenir le rôle de roue de secours, j'explose. Salut Reddit. Je m'appelle Élise et j'ai grandi dans une banlieue tranquille de Lyon. Pavillon copié-collé, et bien taillé, voisins qui commentent tout sur le pas de la porte. Chez nous, chaque mur était un autel à la gloire de ma sœur aînée, Camille. Coupures de journaux encadrés, médailles, photos de concours, même le frigo avait sa colonne Camille. Moi, j'avais droit à un coin d'aimant pour la liste des courses. Le jour de mes 10 ans, mes parents ont oublié le gâteau. Ça m'assied. Ils ont posé sur la table le reste de la bûche de la remise de diplôme de Camille, avec son prénom en pâte d'amande encore dessus. J'ai soufflé des bougies plantées à la va-vite dans un bravo Camille. Je me suis étouffée avec mon Perrier quand maman a dit en rigolant que ça fera l'affaire. Tout s'alignait comme ça. Pour la musique, je rêvais d'apprendre la guitare. On m'a refilé le vieux violon de Camille, trop grand pour moi. On a déjà payé ses cours de piano à l'année, tranchait ma mère. Au lycée, Camille avait cours particuliers pour préparer ses concours. Moi j'empruntais des livres fatigués à la médiathèque, dates tamponnées à l'infini. Quand elle a décroché son école prestigieuse, mes parents ont fait un prêt pour lui payer une petite Twingo afin qu'elle monte à Paris. Moi, on m'a dit le bus c'est très bien, et puis tu feras tes preuves. J'ai appris à célébrer mes succès toute seule, dans ma chambre. Pas la peine de dire que j'avais gagné un concours de peinture du quartier. C'était aussitôt recouvert par Camille à une audition mercredi, il faut qu'on s'organise. Mon père, il est resté bloqué dans son époque, répétait que la famille doit se sacrifier pour l'enfant prometteur. Traduction, pour Camille. Le jour où Camille a annoncé son mariage, la maison s'est transformée en QG d'événementiel. 1 an à vivre au rythme du plan de table, des essayages, des tastings de pièces montées. Mes parents ont repris un crédit. Moi, témoin, organisatrice, livreuse, psychologue et parfois mule. Ne sois pas égoïste, Élise, c'est la journée de ta sœur. Le culot en robe du soir. Le mariage a été somptueux, vraiment. Et moi j'ai dormi 2 jours d'affilée après, lessivé. Puis les jumeaux sont arrivés. Là, on n'était plus chez Disney. Mes parents ont investi pour l'avenir des petits, une avance pour que Camille et son mari, Jacques, achètent une maison à 10 minutes de chez eux. La même épargne retraite qui, apparemment, était inaccessible quand j'avais demandé un coup de pouce pour mes études. Qui garde, par défaut, quand il y a un imprévu. Devinez. Au début, c'était un samedi de temps en temps. Rapidement, c'est devenu chaque week-end, puis des soirées, puis des je passe vite fait, tu les couches. Et quand j'osais demander un peu d'anticipation, Camille partait en larmes sur WhatsApp, et mes parents débarquaient avec le couplet c'est ça, la famille. Entre-temps, j'ai bossé. Marketing, heures sup, petites victoires invisibles. J'ai fini par décrocher une proposition de promo. Plus de responsabilités, des déplacements, un vrai saut. J'ai annoncé la nouvelle au dîner du dimanche, en espérant un bravo. Silence. Puis ma mère. Et les jumeaux? Tu penses à Camille. Camille, avec un haussement d'épaule. Tu ne peux pas accepter, Élise. Qui m'aide avec les garçons? Mon père a conclu, la famille d'abord. J'ai senti un franchissement en moi, un clic sec. Comme si un verrou sautait. Après un week-end où les jumeaux ont transformé mon appart en parcours de skate, ordinateur explosé, traces de feutre indélébile sur le canapé, j'ai regardé des photos de mer Bleue jusqu'à pas d'heure. J'ai trouvé un petit hôtel sans chichi à hier pour fin du mois. Un truc simple, odeur de crème solaire bon marché, bruit des mouettes, pas d'animation Kiss Club tous les mètres. J'en ai parlé du bout des lèvres au dîner suivant. Les yeux de ma mère se sont illuminés. Parfait, on vient. Les garçons vont adorer la plage. Avant que j'aie le temps de dire non, Camille avait déjà pris la main. Toi, tu les emmèneras à la piscine pendant que Jacques et moi on se fait un resto. Papa et maman s'occupent de réserver un club mieux noté. Mon voyage devenait officiellement un service de garde. Cette nuit-là, j'ai allumé mon ordi, cœur qui tape. J'ai réservé autre chose. Une chambre sur l'île de Porquerolles, toute petite rue qui sent le pain, pas de voiture, juste des vélos rouillés et des terrasses qui ferment tôt. J'ai pris un vol différent, j'ai désactivé le partage de localisation sur Family Link, j'ai mis de côté un petit coussin de mon épargne au cas où. J'ai commencé à mettre des affaires de côté en douce.
ma robe fluide préférée, des baskets blanches pour marcher, un maillot qui ne glisse pas. À la CAF, j'ai mis à jour un document qui traînait. À mon boulot, j'ai posé mes congés officiellement. J'ai donné à mon chef un contact d'urgence qui n'était pas ma mère. Je me suis même noté d'appeler la police municipale si jamais Camille décidait de tambouriner chez moi à 23h pour urgence babysitting. Je savais que ce n'était pas gentil. Que ça ferait hurler. Que les messages allaient pleuvoir. Mais pour la première fois, j'ai pensé. Et si je pensais à moi, juste une semaine? J'ai visualisé l'aéroport Saint-Exupéry, moi qui bifurque vers un autre comptoir, eux qui filent vers leur vol, moi qui respire enfin. Je me suis endormie avec ce plan comme un caillou chaud dans la poche. Le lendemain, j'ai souri à mon reflet dans la porte de l'ascenseur. On dirait rien, mais quelque chose avait bougé. Et je n'avais plus envie de remettre la clé dans la serrure de la cage. Je suis arrivée à Saint-Exupéry en avance, le ventre retourné comme avant un contrôle de maths. J'avais tout calé, petit sac cabine, billets sur un autre vol, appli de localisation coupée, sourire de façade prêt au cas où on se croiserait. Eux partaient vers leur club familial réservé par mes parents, moi vers Toulon hier, puis la navette pour la Tour Fondue et le bateau pour Porquerolles. J'ai contourné leur terminal, j'ai collé ma casquette et mon masque comme si j'étais une célébrité de 3e zone, et j'ai attendu derrière une baie vitrée en sirotant un café trop chaud. Je les ai vus passer, à travers le reflet, mon père la chemise déjà sortie du pantalon, ma mère à fond dans l'organisation, Jacques les yeux dans la réservation sur son téléphone, et Camille qui poussait une valise et sermonnait les jumeaux. À ce moment-là, j'ai senti un mélange de panique et de jubilation pure. Je me suis levée, j'ai glissé vers mon comptoir à moi, bip bip du bagage, et je suis passé Hercide. Franchissement. Évidemment, dès qu'ils ont réalisé que je n'étais pas à leur porte d'embarquement, mon téléphone a commencé à vibrer comme une ruche. D'abord, t'es où? On est porte B12. Puis, Élise, répond, tu nous fais peur. Puis, crescendo, comment tu peux nous faire ça? Les garçons pleurent. Le dernier avant que j'éteigne, si tu montes un coup foireux, sache que c'est très bas. J'ai mis le mode avion et ça m'a fait un bien fou, presque physique, comme quand on enlève des chaussures trop serrées. J'ai embarqué avec les épaules qui redescendaient d'un cran. Le bruit du petit ATR qui se pose ailleurs, l'odeur de pain déjà dans l'air, la navette qui brinque-balle jusqu'à la presqu'île. Je regardais défiler les campings, les plages désertes hors saison, et j'avais envie de rire toute seule. À la Tour Fondue, j'ai senti le vent salé mordre ma peau. Le bateau a traversé en 10 minutes, des mouettes narquoises au ras des vagues. À Porquerolles, pas de voiture, juste des vélos, des parents qui tirent des remorques, des terrasses au soleil. Mon hôtel était simple, volet bleu, réceptionniste avec l'accent qui chante. La chambre donnait sur une cour avec un figuier. J'ai posé mon sac, j'ai enfilé ma robe fluide, basket blanche, et je suis sortie marcher jusqu'à la plage d'Argent. Les pins, le sable clair, l'eau encore fraîche mais tentante. J'ai respiré, longuement. Pas de poussette à pousser, pas de tu peux garder les garçons une petite heure, pas d'horaires imposés. Moi, toute seule, et la mer. Les 2 premiers jours, je ne vais pas mentir, j'ai eu comme des réflexes fantômes. À midi, je me surprenais à penser c'est l'heure où les jumeaux réclament des pâtes. À 20h, Camille m'enverrait un message pour demander si je peux passer leur lire une histoire. J'avais l'impression d'entendre vibrer un téléphone éteint. Je traînais sur le port, je m'asseyais en terrasse, je commandais un Perrier tranche, sans m'étouffer cette fois. La culpabilité était là, tapis, mais plus légère quand même. Le 3e jour, j'ai décidé d'occuper mes mains. Le loueur de plage m'a regardé avec un sourire. Un cours de surf? Petit tool aujourd'hui, parfait pour débuter. J'ai dit oui sans réfléchir. J'étais ridicule, j'ai bu la tasse, j'ai éclaté de rire en tombant. C'était bon. Après, j'ai enchaîné avec un cours de yoga sur le sable, au lever du soleil. J'ai rencontré un petit groupe de voyageurs solo, une prof de Nantes, un ingénieur de Toulouse, une étudiante italienne. On a pris un café ensemble, on a parlé de nos villes, de bouffe, de rien. Le soir, au comptoir d'un resto minuscule, j'ai discuté avec un homme rencontré au café de l'hôtel, drôle, doux. On a mangé une planche et une dorade simplement grillée. Rien de romanesque, juste le plaisir d'être vu comme une personne, pas comme une extension logistique de la vie de ma sœur. J'ai tenu 5 jours sans rallumer mon téléphone.
5 jours à lire sur la plage, à pédaler jusqu'à Notre-Dame, à m'endormir tôt, à écrire dans un carnet ce que je n'osais pas me dire. Le 5e soir, je me suis dit allez, on affronte. J'ai rallumé. J'ai cru qu'il allait exploser. Plus de 300 SMS, 147 appels manqués, des dizaines de vocaux. Un mail de ma mère à mon adresse pro, et cerise un message du standard de mon entreprise. Votre maman a appelé pour signaler une urgence familiale. J'ai eu un haut le cœur. Dans les vocaux, c'était un festival. Ma mère passant du chantage affectif, après tout ce qu'on a fait pour toi, à la colère froide, tu fais honte à la famille, Camille qui alternait les sanglots, les garçons demandent Tati, et la petite phrase assassine, tu es jalouse de ma vie, c'est évident, mon père plus rare, plus maladroit, dis-nous au moins que tu vas bien. Jacques, étonnamment, juste un dis si t'es saf. J'ai respiré. J'ai écrit un seul message dans le groupe familial. Je suis en sécurité. Je suis en vacances. Je vous contacterai à mon retour. Merci de respecter ma demande. Pas d'appel ni de message d'ici là. J'ai coupé les notifs du groupe, j'ai supprimé l'accès de ma mère à mon calendrier partagé, oui, elle l'avait, et j'ai envoyé un court mail à ma chef pour lui dire qu'en cas d'appel famille, c'était non, que tout allait bien et que je restais joignable par le canal pro en cas de besoin strictement pro. Elle m'a répondu en 2 lignes. Profitez. Ici c'est calme. Le lendemain, j'ai senti une légèreté nouvelle. J'ai acheté un cahier chez le seul marchand de journaux de Lille. J'ai écrit les limites que je voulais poser, noir sur blanc, sans m'excuser toutes les 2 lignes. L'après-midi, j'ai pris un autre cours de surf et j'ai réussi à me lever une fois. J'ai ri toute seule comme une gamine. Le soir, une vieille serveuse m'a demandé si ça allait, puisque je dînais seule. Je lui ai expliqué brièvement. Elle a hoché la tête. La famille, c'est précieux, mais pas au prix de soi. Ça m'a traversé comme une phrase qu'on attendait depuis des années. Les derniers jours, j'ai lu 3 romans d'affilée, j'ai nagé tôt le matin, j'ai regardé le soleil tomber derrière la digue. Je n'ai pas consulté l'heure en me demandant qui je devais sauver. J'ai repris mon souffle, littéralement. En refermant ma valise, j'avais peur de la suite, évidemment. Mais je tenais un fil, j'avais prouvé à mon corps que je pouvais exister sans être de service. Sur le bateau du retour, j'ai décidé que je ne rentrerais pas directement à l'appart. J'ai réservé 2 nuits dans un petit hôtel à Lyon, pour mettre en place le plan après. Changer la serrure. Mettre à jour mes contacts d'urgence. Et choisir un café neutre pas chez moi pour la conversation qui allait forcément arriver. J'avais encore le goût du sel sur les lèvres, et pour la première fois depuis longtemps, l'impression d'être à ma place. Je n'ai pas remis les pieds chez moi tout de suite. J'ai pris ce petit hôtel près de la Pardieu, moquette épaisse, couloir qui sent le détergent citron, et j'ai étalé mes feuilles sur le lit comme une avocate de série. Ce que je dirai, ce que je ne laisserai plus passer, et surtout ce que je ferai si ça dérapait. J'ai appelé un serrurier recommandé par la gardienne. En 2 coups de perceuse, la vieille serrure branlante était au tapis. Nouvelle clé, nouveau barillet, et j'ai fait modifier le digicode de l'immeuble grâce au syndic. J'ai aussi mis à jour la fiche personne à prévenir sur mon espace RH. Une collègue de confiance, pas ma mère. Dans un coin de ma tête, j'avais mon plan B, si ça tambourine chez moi, police municipale, point. On n'est pas chez Disney. J'ai proposé un café neutre, pas trop près de mon appart, pas sur leur terrain non plus. Le lendemain, j'étais la première arrivée. J'ai choisi une table au fond, face à la porte et à l'issue de secours. Le serveur m'a apporté un allongé que j'ai à peine tenu. Mes mains tremblaient comme si j'avais trop de caféine alors que je n'avais pas dormi. Ils sont arrivés groupés, ma mère la bouche déjà pincée, mon père regard fuyant, Camille maquillée colère, Jacques un pas en retrait. Pas de jumeaux, au moins. J'ai pris la parole tout de suite, avant le premier soupir dramatique. J'ai dit que j'avais des limites, que je les lisais et qu'on ne négocierait pas dessus. J'ai posé la feuille. C'était simple. Plus de gardes d'enfants imposés, plus de clés prêtées, plus de plans changés pour leur convenance, pas d'appel au bureau, et si harcèlement, je formalise. Je n'avais même pas fini que Camille s'était déjà lancée dans son one-woman show, larmes au coin de l'œil. Tu ne te rends pas compte, les garçons sont traumatisés, on a dû rentrer plus tôt de la plage, et la petite flèche, tu es jalouse de ma vie, voilà tout. Le culot en robe du soir, à 10h du matin et en basket. Ma mère a embrayé sur la grande orgue, après tout ce qu'on a fait pour toi, Élise. Je me suis étouffée avec mon Perrier intérieur. Tout ce qu'ils ont fait pour moi? Ils ont pris un prêt pour le mariage de Camille, vidé une partie de leur retraite pour sa maison,
Et moi j'avais eu la bûche Bravo Camille pour mes 10 ans. Ça m'assied de devoir redire des évidences. Jacques, à ma surprise, a tenté de calmer le jeu. On peut trouver un compromis, peut-être un week-end sur 2? On vous indemnise. Comme si on parlait de louer une tonnelle. Mon père, lui, ruminait en silence, regard perdu dans la mousse de son café. Le moment charnière est arrivé quand Camille a lâché, très digne. La famille, ça demande des sacrifices. J'ai senti quelque chose claquer dans ma poitrine, mais ma voix est sortie posée. Oui, la famille, ça demande des sacrifices, mais pas unilatéraux. Quand est-ce que vous avez sacrifié quelque chose pour moi, exactement? Silence. J'ai posé mon téléphone sur la table avec mon calendrier ouvert. Tous les week-ends de l'année surlignés garde jumeaux, des anniversaires d'amis rayés, un nouvel en chez des collègues annulé la veille parce que les petits ont la gastro, tu peux venir. J'ai ajouté les petites humiliations, les promotions refusées parce qu'on me culpabilisait, les cours de guitare jamais commencés pour garder le violon trop grand de Camille. Ma mère a essayé de souffler c'est ça, être tante, et j'ai répondu pour la première fois sans baisser les yeux. Non, ça, c'est un boulot. Et s'il te faut autant d'aide, Camille, embauche une nounou. Ou Jacques, prends ton samedi. La discussion a pivoté d'un coup. Camille a ramassé son sac et s'est levée dans un froissement de tissu, théâtre complet. Ma mère l'a suivi, outrée. Jacques est resté, penaud, à tripoter son ticket. Mon père a soufflé un « on n'a jamais voulu te faire du mal » qui ne sonnait pas comme une excuse, mais c'était la première fois qu'il ne défendait pas immédiatement sa princesse. Je les ai laissés partir sans promesse de réfléchir. Ensuite, j'ai exécuté mon plan sans traîner. J'ai trouvé un studio dans un autre quartier, moins grand mais plus lumineux, dans une résidence gardiennée où le vigile connaît déjà mon prénom et mon histoire, version courte. J'ai posé une semaine de congé pour déménager, très radical. Tout ce qui me rattachait au rôle de tati de service est resté dans des cartons que j'ai déposés chez Emmaüs. J'ai changé de numéro. Seul mon boulot, 2 amis proches et ma thérapeute l'ont eu. Oui, j'ai enfin appelé la CPAM pour mettre à jour mon dossier et trouver une psychologue conventionnée. J'ai commencé la thérapie la semaine suivante. Premier rendez-vous, j'ai parlé sans respirer pendant 1 heure. Elle a dit fatigue chronique familiale, j'ai ri jaune, puis j'ai pleuré comme un robinet. Le premier week-end dans le nouveau studio a eu un goût de premier jour de grandes vacances. J'ai traîné au marché, j'ai acheté des tomates moches qui sentaient la vraie tomate, j'ai passé 2 heures dans une librairie à choisir un polar et un roman. Le soir, j'ai mangé une quiche froide devant une série nulle, pieds sur la table basse, téléphone silencieux. Pas de tu peux passer à 19h, c'est l'heure du bain. Pas de sprint en métro pour boucher un trou d'organisation. J'ai dormi d'une traite, 12 heures, sans rêver de poussette. Au bureau, ça s'est senti. J'étais là, vraiment là, pas avec la tête déjà en train de calculer si je pouvais filer à 17h pour récupérer 2 enfants qui ne sont pas les miens. Ma chef m'a confié un dossier plus ambitieux, j'ai pris du plaisir à le préparer, j'ai proposé des idées en réunion sans m'excuser. Une collègue m'a invité à un apéro, j'ai dit oui, et j'y suis allée. Robe fluide, basket blanche, rire qui revient. J'ai rejoint un atelier de poterie le mercredi soir, argile sous les ongles, radio qui grésille, concentration qui me lave la tête. Le samedi, club de lecture au café du coin. J'ai commencé à me fabriquer des week-ends qui ne demandent la permission de personne. Évidemment, ma famille n'a pas pivoté à 180 degrés. Ma mère a alterné les phases. Coup de fil via le standard de mon entreprise, qui a fini par lui opposer un pas d'appel personnel, puis silence glacial, puis message long comme des arrêts de la Cour de cassation pour m'expliquer que je détruis la famille. Camille, elle, a joué sur les réseaux. Citations passives-agressives sur les sœurs égoïstes, stories où elle apparaît épuisée avec les jumeaux, sous-titres dramatiques. Je n'ai pas répondu. Jacques m'a écrit un mail sobre pour s'excuser d'avoir contribué à cette situation, qu'il prenait davantage le relais le week-end. J'ai apprécié le geste, sans pour autant lui servir de confessionnal. Un matin, j'ai reçu une enveloppe avec des dessins de robots et de fusées. Les jumeaux. Tati, tu nous manques, viens chez nous. La boule au ventre est revenue un instant. Je leur ai répondu par une carte simple. Je les aime, mais je prends du temps pour moi. On se reverra quand ce sera posé et clair, et que ce ne sera pas pour remplacer un parent. J'ai glissé mon nouveau prénom d'emprunt sur Signal pour eux, un petit canal privé, juste pour des photos de Lego et de goûter, rien d'opérationnel. Je sais que Camille lira avant eux, mais j'ai écrit comme si c'était à eux. La nuit, parfois, je me réveille encore avec l'impression d'entendre la sonnette.
Je repense au café, à ma voix qui ne tremble pas quand je dis non. Je repense aussi à mon père, qui n'a pas su quoi dire et qui, pour une fois, n'a pas couvert sa fille en or. Je tiens mon cap. Mon studio commence à sentir le basilic et la cire, j'ai accroché mes toiles, oui, j'ai recommencé à peindre, sans concours ni frigo familial. Et au fond, même si la houle n'est pas finie, j'ai quitté la rive où je noyais ma vie à petits verres d'abnégation. Le reste, on verra. Mais je ne remets plus la clé dans l'ancienne serrure. La crise est arrivée par là où je m'y attendais le moins. Mon boulot. Un mardi matin, je descends prendre un café au rez-de-chaussée, et en remontant, le vigile m'arrête avec diplomatie. Il y a votre mère et votre sœur à l'accueil. J'ai senti la sueur froide. J'ai traversé l'open space en apnée. Camille à l'entrée, lunettes noires comme si elle fuyait les paparazzis, ma mère en mode tragédienne. Nous voulons juste parler. Le culot en robe du soir, à 10h12. Je me suis redressée. Ici, c'est mon travail. J'ai fait signe au vigile qui a déjà mon dossier. J'avais prévenu la réception après Porquerolles. Elles ont tenté le chantage émotionnel. Les garçons sont en crise. Tu nous laisses sans solution. J'ai répété calmement que ce n'était pas un lieu adapté. Des collègues passaient, gênés. J'ai eu ce réflexe de petite fille qui s'excuse, puis le franchissement. J'ai posé ma carte pro sur le tourniquet. J'ai demandé qu'on les raccompagne. Ma mère a lancé fort. Tu détruis notre famille. Je me suis étouffée avec mon Perrier plus tard, en repensant à la scène. On n'est pas chez Disney. L'après-midi, j'ai consolidé. J'ai envoyé à RH un mail sobre pour acter les faits. J'ai demandé une attestation interne stipulant que l'entreprise n'accepte pas les intrusions familiales. Le soir, j'ai déposé une main courante au poste de police municipale du quartier, juste pour tracer. Visite non désirée, interphone martelé, tentative au travail. La dame à l'accueil de la maison de la justice et du droit m'a confirmé que si ça dégénérait, je pourrais envisager une mise en demeure par courrier recommandé. Écrire noir sur blanc m'a fait du bien. Même mon père, il est resté bloqué dans son époque, m'a semblé soudain, loin. 2 jours après, mon téléphone vibre avec un numéro inconnu. Mon père. Il demande un déjeuner, calme, juste toi et moi. J'accepte, prudente. On se retrouve dans un petit bistrot près de mon bureau, nappe à carreaux, menu du jour, quiche et salade. Il me regarde longtemps. Tu as bonne mine. Ça m'assied. Tous ces mois sans qu'il voie rien. Et là, cette phrase posée comme un caillou. Il m'explique la proposition de la famille. Je pourrais récupérer un week-end sur 2, et il indemniserait mes heures avec les jumeaux. Comme si ma vie était un service d'intérim. Je respire, je regarde sa fourchette, je choisis mes mots. Papa, je ne négocie pas ma liberté. Je la vis. Il baisse les yeux. Pour la première fois, il m'écoute vraiment. Je raconte la bûche Bravo Camille, la Twingo, les prêts pour le mariage, mes diplômes fêtés en silence, mes week-ends rayés. Il ne se défend pas. Il boit une gorgée, souffle, on croyait faire le mieux. On n'a pas vu. Ce n'est pas des excuses, mais c'est un pas. Je lui montre une photo d'un vase tordu sorti de mon cours de poterie. Il sourit, un peu triste, on dirait que tu as construit quelque chose sans nous. À la fin, il me serre, maladroit, et dit, j'espère qu'un jour on sera invité, mais autrement. Pendant que j'apprends à dire oui à moi, les retours de flamme continuent. Ma mère appelle des cousines pour expliquer que je fais une crise et qu'il faut m'aider. Camille multiplie les stories larmoyantes. Un soir, elle sonne à mon ancien immeuble, créant un tapage qui fait sortir un voisin. La gardienne me prévient sur WhatsApp. La police municipale passe, rappelle la loi. Main courante utile, case cochée. Le lendemain, je reçois un long mail de ma mère, format jugement dernier, pour m'ordonner de rentrer dans le rang. Je ne réponds pas. J'archive. J'ai cessé d'être leur pare-feu. Et, sans moi sur la ligne, le système se réorganise. C'est Jacques qui m'écrit le premier vrai message qui compte. Il s'excuse d'avoir profité de ma disponibilité par facilité. Il a trouvé une babysitter déclarée via l'URSSAF, 2 soirs par semaine, et il prend maintenant les jumeaux seuls le samedi matin pour que Camille souffle. Il reconnaît que ça grince, que Camille résiste, mais que c'est mieux pour tout le monde. Je lis 3 fois. Je ne réponds pas tout de suite, pour ne pas jouer la sauveuse. Plus tard, je lâche un merci d'avoir pris ta part. Au travail, ma chef me valide un déplacement à Marseille pour un séminaire. Avant, j'aurais fait des calculs de garde qui ne me concernent pas.
Là, je réserve mon TGV, je prends un petit hôtel près du Vieux-Port, je me promène le soir en basket blanche, j'achète une navette à la fleur d'oranger. La mer me fait le même effet qu'à Porquerolles. Silence intérieur. Je rentre avec une idée que je présente en réunion. On me confie un périmètre. Je ne m'excuse plus d'exister. Un samedi, je fais un tour au dépôt-vente et je tombe sur une guitare d'étude. Pas chère, un peu râpée. Je l'essaie. Mes doigts cherchent, trouvent un accord qui sonne. Je repars avec. Le violon trop grand de Camille peut dormir tranquille dans le passé. Chez moi, sur la table, une carte des jumeaux arrive, écrite visiblement sous dictée. Tati, tu viens à notre kermesse. Je respire. Je leur réponds via notre petit canal. Je pense à vous. Cette fois, je ne promets pas. Si je viens, ce sera pour vous voir, pas pour organiser. Je m'entends écrire ça, et je mesure la route. Un dimanche, je croise par hasard mon père sur le marché. Pas d'embuscade, pas de caméra émotionnelle. On parle tomates, il me demande des nouvelles de mon projet à Marseille. Il dit à mi-voix, « Tu as l'air heureuse. » Je réponds, « Je suis en train. » Il hoche la tête. On se quitte comme deux adultes. Pour me délier de la peur, j'organise enfin ma pendaison de crémaillère. Petit comité, poterie, club de lecture, 2 collègues. Quiche maison, planche, un fraisier de la boulangerie du coin. Je mets une playlist, je ris sans guetter l'interphone. On parle rando dans le Pilat, livres, recettes. À un moment, une amie me dit « Tu as dégonflé, on dirait que tu respires avec tout ton corps. » J'ai les yeux qui piquent. Le soir, en rangeant, j'accroche au mur une phrase copiée dans mon carnet. Parfois, le geste le plus courageux, c'est de se libérer. Je ne sais pas ce que sera la suite avec ma famille. Peut-être qu'un jour, on inventera autre chose, avec des règles claires, des sacrifices réciproques, pas des contrats implicites où je perds toujours. Pour l'instant, je vis. J'ai arrêté d'éteindre des incendies allumés par d'autres. Si vous lisez ça et que vous vous demandez si vouloir votre propre vie fait de vous quelqu'un d'égoïste, non. Être libre n'est pas manquer de cœur. C'est retrouver le sien. Et c'est fou comme, une fois qu'on l'entend battre, on n'a plus envie de le rendre.